Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above & Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Domitille Kiger, championne du monde de parachutisme et conférencière. Bonjour Domitille. Bonjour Armelle. Alors est-ce qu'il y avait dans ton enfance, Domitille, des signes un peu précurseurs de la suite qu'a pris ta carrière professionnelle ? Oui, je crois qu'on peut trouver quelques signes précurseurs. Je crois que j'ai eu très très jeune envie d'indépendance, même si j'étais très heureuse là où j'étais. Je crois que la première fois que je demande à mes parents de partir en colonie de vacances 1 mois, j'ai 7 ans, ma mère est catastrophée en se demandant ce qu'elle a dû faire de mal, alors que rien du tout, j'avais juste envie d'aller voir ailleurs comment ça se passait. Et puis j'ai 12 ans, la première fois que je l'étane pour faire mon premier saut en parachute. Il a fallu que j'attende 3 ans supplémentaires, 15 ans, mais je pense que dès un âge assez jeune, j'ai eu envie d'aller explorer les extrêmes. Ah ouais, 12 ans, tes parents ont dû se poser quand même des questions, effectivement. Alors, comment se sont déroulées finalement les grandes étapes de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui ? Alors, je fais mon premier saut à 15 ans. De 15 à 23, je le pratique en loisir. D'abord, simplement les étés, en me faisant embaucher sur les plateformes de para pour pouvoir sauter et financer mes sauts comme ça. Ensuite, un peu les week-ends. Et vraiment, à 23 ans, il y a un basculement où là, je monte une équipe de free fly, qui est une discipline artistique du parachutisme sportif. Imaginez comme du patinage artistique, mais en l'air au lieu de le faire sur de la glace. Et donc, c'est le moment aussi à partir duquel je me professionnalise. Étant rentrée en équipe de France assez rapidement, on nous demandait de venir en entraînement 1 à 2 semaines par mois pendant toute la saison, donc pas hyper employable, surtout qu'en plus moi j'avais fait des études littéraires en sciences humaines, donc déjà de base il n'y avait pas des chasseurs de tête qui m'attendaient à la sortie de l'école. Et donc pour pouvoir gagner ma vie, j'ai commencé à enseigner, à coacher le free fly, la discipline que je pratiquais en compétition. Donc ça, j'ai à peu près 23 ans quand cette phase-là commence. Les années de compétition se passent bien. J'ai 27 ans quand je deviens championne du monde. Et la phase suivante, je commence à m'impliquer de plus en plus dans les records de grande formation. Donc en parachutisme, ça consiste à construire la plus grande figure accrochée les uns aux autres. Moi, dans ma discipline, tête en bas ou tête en haut. Et c'est ça qui m'a beaucoup occupée, on va dire, dans le haut niveau ces 10 dernières années. Le 5 décembre dernier, vous avez collectivement battu un record du monde sur un projet qui m'a beaucoup touchée parce que les valeurs et l'histoire du projet sont universelles. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu ? Avec plaisir. Donc ce record s'appelait Stand Together, debout ensemble, qui a un petit jeu de mots parce que littéralement on était debout ensemble dans le ciel. C'était le record du monde tête en haut. Donc faut nous imaginer sur des chaises invisibles en train de se tenir les mains et de créer une sorte de kaléidoscope, une grande rosace en plein ciel. Et alors il s'appelait comme ça, non seulement parce qu'on était dans une orientation tête en haut dans le ciel, mais aussi et surtout parce qu'on voulait utiliser cette plateforme-là pour faire passer un message de parité, d'égalité et de capacité à travailler de main dans la main, même quand on est différent. Alors pour le côté parité, c'était le premier et le seul à ce jour record du monde mixte où le cœur de la figure, ce qu'on appelle la base, donc le cercle central de 8 personnes, était à parité homme ou femme. 4 hommes, 4 femmes. Ça n'avait jamais eu lieu. Il y a généralement aucune ou alors très peu de femmes dans les bases de record du monde parce que on pense qu'on n'est pas assez forte physiquement, parce qu'on va pas tenir la pression et les tensions. Preuve vient d'être faite que c'était pas le cas. L'équipe d'encadrants aussi, on était 3 organisatrices à l'origine de ce projet, mais il y avait 8 coachs qui encadraient techniquement les sauts, et sur les 8, il y avait 4 hommes et 4 femmes. Donc il y avait déjà ce côté accomplissement d'exploit à parité. Et puis, au sein de ces 96 parachutistes, t'avais une vingtaine de nationalités différentes, des confessions différentes, des bords politiques différents. Et je dis différents pour être bien élevé, mais il y en avait même carrément qui étaient franchement pas du tout d'accord sur certains sujets. Et malgré ça,
on est capable de faire cohabiter, on est capable de communiquer, on est capable de construire quelque chose et de battre un record dans des conditions difficiles. Et ce qui est difficile dans ces sauts-là, il y a une partie technique, mais c'est surtout une partie mentale, psychologique, puisque pour que le record fonctionne, il faut que l'intégralité des 96 personnes soient connectées. Donc fasse un bon saut sur le même saut. Et si t'as une seule personne sur les 96 qui n'est pas accrochée, ça compte pas, tout le monde doit recommencer. Donc t'imagines la pression individuelle sur les épaules de chacun, t'as pas envie d'être cette personne sur 96 qui est pas dedans. Donc il faut réussir à travailler ensemble comme une équipe. Et dans le cadre d'un record du monde de parachutisme, avoir cette diversité de profils, cette diversité d'opinions, de cultures, de croyances, démontrer qu'on est capable de faire équipe malgré ces différences-là, c'était important pour nous. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc, tu as superbement su retranscrire les entraînements jusqu'à le jour J, ce fameux 5 décembre. Et si vous avez l'occasion de voir les images sur Internet, c'est de toute beauté. En plus, vous avez une météo particulièrement sympathique. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans l'histoire de ce record, c'est le fait que il a fallu oublier les égos ou les mettre de côté, en tout cas, y compris il y a une personne sur ce fameux cercle central qui à un moment a dû être sorti. Comment on gère ça? Qui prend ce type de décision? Alors, on les prend collectivement au sein de l'équipe de leadership et c'est difficile. Et à ce moment-là, on doit aussi réfléchir à ce qu'on a appelé l'optique. En anglais, la façon dont c'est perçu de l'extérieur. C'est-à-dire que ne pas tenir l'équipe de leadership au même standard que l'ensemble de l'équipe, s'il y a dissonance sur ça, on va perdre la confiance de l'équipe. Donc, ne pas sortir quelqu'un sous prétexte qu'il fait partie du leadership alors que n'importe qui d'autre aurait été sorti, ça crée une dissonance qui nous fait perdre la notion d'exemplarité. Et donc, on a décidé d'appliquer la règle à nous comme on l'aurait appliqué à n'importe qui. Et après, dans l'évolution de la semaine et du saut, cette personne, elle a réintégré l'équipe parce que elle a démontré qu'elle avait la capacité mentale de gérer ça. Mais c'est sûr que pour l'ego, c'est difficile parce qu'en plus, dans un saut comme ça, c'est devant tout le monde, quoi. Et tout le monde a une caméra sur la tête, tu peux pas balayer ça sous le tapis en se disant, oh, c'est bon, personne n'a vu. Donc, c'est une capacité à reconnaître ses manquements et ensuite à agir pour les corriger. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que avec cette décision-là, on a contribué à créer cette adhésion et cette confiance qui nous est accordée pour l'organisation d'un truc comme ça. Alors, jusqu'à ce record, j'imagine qu'il y a eu plein de péripéties, autres que celles que tu viens de nous raconter. Est-ce que tu aurais quelques anecdotes de grandes galères que tu as dû traverser? Parce que, comme on le dit, les pires galères, ça fait souvent les meilleures histoires. Alors pour ce record en particulier, déjà moi j'ai failli pas y participer parce que, alors je sais pas, c'est pas une histoire très gaie, mais je suis tombée enceinte en début d'année et donc j'étais censée avoir un bébé au mois de novembre, donc en plein record, donc je m'étais un peu désengagée des tentatives, de l'entraînement et de l'orga. Et puis malheureusement, je l'ai perdu ce bébé, cette grossesse n'a pas été menée à terme. Donc j'ai réintégré un peu en dernière minute toute l'aventure, donc j'ai eu beaucoup de choses à rattraper d'un coup. Et finalement, ce silver lining, comme on dit, capacité à voir le bénéfice ou le beau même dans les moments difficiles, ça a ajouté une très très belle, un très très beau chapitre à ma carrière de pouvoir participer à ça. Après, de façon plus légère peut-être ou plus rigolote, on a eu dans les entraînements de la base, donc de ce cercle central de 8 personnes, je pense qu'on a eu les vidéos les plus comiques de notre carrière parce que cette orientation tête en haut, elle est plus casse-gueule, elle est plus difficile, cet équilibre, il est un peu plus difficile à tenir et surtout au moment où on sort de l'avion. Donc, faut imaginer, quand tu sors de l'avion, le vent relatif, il arrive pas du sol comme pendant la quasi-totalité de la chute libre, il arrive de l'avant de l'avion. Donc, il faut l'imaginer en horizontal. Donc, tu dois t'orienter d'une façon que ton cerveau a du mal à capter, même si tu comprends intellectuellement d'où vient le vent, t'es tellement habitué à ce qui vienne du sol que ce moment de projection, il est un peu délicat. Et donc, on s'est prise des bananes sur ça, où on a des photos avec quelqu'un qui a les fesses sur la tête de l'autre, complètement dans l'autre sens, enfin des espèces d'emmélages humains complètement improbables et qui sont assez rigolos à regarder, mais qui peuvent saper un peu la confiance si tu finis pas par le régler, parce que évidemment pendant un record tu peux pas te permettre que ça arrive. Donc il y a eu dans l'entraînement de la base des moments assez comiques de formation et d'amalgame assez improbables qu'on a réussi à gérer avant les épreuves. Alors, je suis obligée de te poser cette question, c'est quand même le thème de notre saison. Comment est-ce que tu définis le risque? C'est quoi pour toi le risque?
Le risque, c'est l'évaluation des conséquences de nos actions. Qu'est-ce qui peut se passer si je prends telle décision? Quel est le meilleur scénario? Quel est le pire scénario? Quels sont les scénarios possibles entre les deux? Et quelles sont les conséquences que je suis prêt à assumer ou pas? Et je pense que et prendre des risques, c'est décider les conséquences que tu es capable d'assumer ou pas. Et c'est pour ça que quand on a, en fonction du socle de confiance en soi, d'une part, qu'on a, mais aussi de ces filets de sécurité qu'on a ou pas, eh ben, on est capable de prendre plus ou moins de risques. Quelqu'un qui est dans une excellente santé, dans une situation financière absolument confortable, et dans une sécurité émotionnelle tout à fait optimale, va être capable de prendre de plus gros risques que quelqu'un qui n'a pas ce socle-là. Donc, je conseille toujours, quand on veut prendre des risques, il faut d'abord commencer par travailler son socle de sécurité, ses filets de sécurité, parce qu'il s'agit bien évidemment pas de prendre des risques inconsidérés. En parachutisme, on dit qu'on est courageux mais pas téméraire. Le parachutisme, ça donne une impression de prise de risque insensée, alors qu'en réalité, statistiquement, c'est pas un sport si dangereux par rapport à beaucoup d'autres sports plus mainstream, comme le ski ou l'équitation. Et puis surtout, c'est un sport qui est ultra réglementé. Du matériel qu'on utilise, qui est normé, aux avions desquels on saute, qui ont des checks réguliers, aux formations qui sont diplômées d'État et qui sont encadrées de façon extrêmement précise. Voilà, c'est un sport qui est très réglementé. On prend des risques dans un contexte où on fait tout pour que le risque soit le plus minimal possible. Après, il y a toujours ce petit moment de basculement qui demande le petit grain de folie qui va bien. Quels sont pour toi les plus gros risques que tu as pris dans ta vie? Est-ce qu'ils étaient en l'air ou sur terre? Et surtout, pourquoi est-ce que tu les as pris? Alors, je crois que les plus grands risques que j'ai pris, ils sont finalement liés à mes choix de carrière, à mes choix de vie, pro ou perso. Je pense que le risque de partir dans une carrière sportive, dans un petit sport, pas médiatisé, avec pas vraiment d'argent ou de sponsor, c'était quand même un sacré risque. Je suis très heureuse de l'avoir pris et pour moi, ça a extrêmement bien fonctionné. Je mets toujours quelques précautions sur cette affirmation-là, c'est-à-dire que c'est un peu le biais du survivant parfois. J'ai aussi des gens autour de moi qui ont pris ce même risque, qui n'a pas du tout payé et qui ont soit fini dans une certaine précarité, soit dû faire des choix différents et ne pas continuer dans cette voie. Donc voilà, pour moi ce risque à payer, mais c'est pas une incitation à tout le monde de dire quittez tout, faites n'importe quoi, ça marche à tous les coups, parce que malheureusement c'est pas vrai. Et puis je crois qu'il y a un autre type de risque que là on est tous amenés à prendre dans nos vies, c'est le risque d'aimer très fort, d'aimer à fond, et donc ça s'accompagne du risque de perdre, que ce soit dans des séparations classiques qui sont tout aussi douloureuses ou dans des conditions plus dramatiques. Moi, ça fait partie de mon histoire et de mon parcours. Quelqu'un que j'ai aimé profondément et passionnément, qui est décédé dans un accident de base jump. Et il faisait du base jump quand je l'ai rencontré, donc je savais que me laisser tomber amoureuse de lui, c'était le risque d'être profondément malheureuse si comme beaucoup malheureusement qui pratiquent ce sport, ça lui arrivait. Même si on se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, que moi je suis l'éternel optimiste, donc je me pensais que ça m'arriverait pas. Et malheureusement ça m'est arrivé, et pourtant je regrette pas du tout de l'avoir pris, ce risque d'amour, parce que les quelques années qu'on a passées ensemble, elles ont été absolument sublimes. Et si c'était à refaire, je le referais. Mais voilà, aimer c'est un risque aussi. Et je suis sûre que c'est quelque chose auquel on peut tous s'identifier. Pardon, j'essaye de remettre de l'émotion qui passe. Du coup, tu l'accueilles comment, ce risque? Est-ce que c'est quelque chose, ou ces risques, selon leur typologie, est-ce que c'est quelque chose qui t'excite ou qui te paralyse ou tu temporises? Comment tu absorbes ça? Alors, en fonction du domaine, je vais pas forcément le vivre de la même façon. D'un point de vue professionnel, c'est un peu un cercle vertueux de plus je prends de risques, plus je prends de risques. Et puis, il y a plein de choses que je tente qui marchent pas, mais c'est pas grave parce que je me suis construit ce socle de sécurité où je me mets jamais dans un danger tel que je risque de me retrouver à la rue, par exemple. Donc ça, je le manage avec optimisme et je tente des choses. Dans la partie personnelle, en fait, je crois que je fais un peu pareil. En fait, c'est la question de est-ce que les risques valent la peine d'être pris? Et pour moi, je pense que par rapport à la moyenne, je suis peut-être dans un curseur un peu plus haut. Je vis du parachutisme, je suis indépendante.
J'ai peut-être un rapport au risque qui peut paraître élevé. En amour, j'ai décidé que je continuerais à prendre le risque d'aimer parce que l'alternative, c'était de ne pas le faire. Et je trouve que c'est trop triste de vivre sa vie comme ça et que l'amour vaut la peine, vaut la peine qu'il peut vous causer. Par exemple, j'ai décidé de pas faire de base jump. J'en avais fait quelques sauts. Et puis quand David a eu son accident, j'ai décidé que je voulais pas faire vivre aux gens qui m'aimaient ce que moi je vivais à ce moment-là. Et donc, quand je mets dans la balance ce que ma vie de parachutiste m'apporte, ce que ma vie de conférencière m'apporte, même s'il y a des risques qui sont liés à ça, ce que ça m'apporte est tellement plus lourd que ce que ça peut me coûter, même si en parachutisme, en théorie, ça peut me coûter la vie, j'en ai conscience. Statistiquement, c'est vraiment très peu probable, mais c'est pas impossible. Malgré tout, le poids du bonheur, le poids de la joie, le poids de l'exceptionnel, le poids de l'extraordinaire, il vaut ce risque-là. Par contre, si je fais la même équation pour le base jump, ça va pas m'apporter plus de joie, plus de voyage, plus de kiff de vol que le para, parce que je suis déjà embutée en kiff. Donc c'est juste une façon différente, peut-être une communauté légèrement différente, mais alors que là, le risque de mort est tel que tout d'un coup, la balance s'inverse et que pour moi, ce risque ne vaut pas la peine d'être pris. Et encore une fois, c'est très personnel. J'ai encore plein de copains qui font du base jump. Malheureusement, j'ai décidé de pas en aimer des nouveaux, mais ceux que j'aimais déjà, je pouvais pas les désaimer, ces idiots. Donc, je juge absolument pas. Je pense qu'on est tous très responsables et absolument en liberté de faire ces choix-là pour soi-même. En tout cas, pour moi, ce risque-là n'en vaut pas la peine et je décide de ne pas le faire. Donc voilà, c'est à peu près pour te donner la fourchette de mon rapport au risque. Ça ressemble à ça. Et si tu regardes ton parcours dans son ensemble, quelle est selon toi l'erreur la plus importante que t'aies faite et surtout, qu'est-ce que tu en retiens ? Alors moi, la plus grosse erreur, c'est une erreur vraiment très bête et très technique qui m'a coûté mon seul accident en parachutisme sur un saut d'angle. Alors en free fly, il faut nous imaginer comme des petits avions qui volent en patrouille et puis t'en as un qui est chef de patrouille. Là, en l'occurrence, c'était moi. Les autres doivent se caler sur ta trajectoire, ta vitesse, ton angle. Il y a une règle très importante dans ce genre de saut, c'est qu'à la fin du saut, on fait jamais demi-tour. Il faut qu'on se sépare en restant un peu dans la direction dans laquelle on allait. Et moi, je connaissais cette règle, j'enseignais cette règle. Ça faisait à peu près 1 an que j'avais commencé à coacher. On est en 2010 à ce moment-là. Et puis là, j'étais sur ce qu'on appelle un back-to-back, une doublette. Je faisais 2 sauts d'affilée. On était sur le premier saut et puis on s'était éloigné un peu plus du terrain que je ne voulais. Donc je me suis dit, si je fais pas demi-tour, là, je vais pas rentrer sur le terrain, je vais rater mon deuxième avion. Je pensais avoir vu tout le monde s'éloigner. Et en fait, j'ai loupé une personne donc j'ai fait cette manœuvre interdite et j'ai eu une collision presque tête-tête contre quelqu'un. Heureusement, lui s'en est sorti indemne. Moi, par contre, je me suis cassé 2 vertèbres et j'ai été 4 mois au sol. Donc j'ai appris un peu dans la douleur le fait que déjà faites ce que je dis parce que je fais, c'était pas une solution d'avenir en parachutisme. Alors sur le coup, évidemment, au moment de l'impact, je me suis dit quel est le crétin qui m'est rentré dedans. J'étais tout à fait dans la certitude que c'était pas de ma faute. Bon, quelques jours après le débriefing des vidéos et des conversations avec des copains plus tard, j'ai quand même pris conscience que fallait que je dise à mon ego de se taire un peu et de reconnaître ce qui s'était passé. Et en fait, cette histoire, tu vois, c'est arrivé il y a presque 15 ans maintenant, je la raconte absolument à toutes les personnes à qui j'apprends ce type de vol. Parce que je me suis rendu compte que dire une règle, expliquer une règle, c'est pas du tout la même chose que raconter une histoire qui illustre la règle, et que les humains, on était quand même vachement plus capables de retenir et d'intégrer et de croire aux histoires qu'aux règles. Et donc j'espère qu'avec cette histoire, j'ai sauvé quelques personnes de répéter mes conneries et qu'il y a eu moins d'accidents grâce à ça. Les erreurs, on en fait tous. Quand on a de la chance, on s'en sort. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est 1, de les reconnaître et 2, d'essayer d'en tirer des leçons. Merci beaucoup de partager ça. Effectivement, si ça peut protéger ne serait-ce qu'une vie, eh bien, ça aura donné du sens à tout ce qu'on fait aujourd'hui. Si j'imagine que tu, comme tout le monde, tu traverses des épreuves difficiles. T'en as évoqué une tout à l'heure. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile et comment est-ce que tu puises ta motivation ou éventuellement est-ce que tu puises ta motivation? Je fais un peu allusion à un festival auquel tu vas tous les ans. Ah oui, effectivement, le Burning Man qui fait partie de mes spots. Je crois que la motivation, c'est la même depuis que je suis gamine, en réalité. Quand j'analyse un peu mes comportements, mes choix, mes carnets déjà qui datent, j'ai envie de connaître l'expérience humaine de la façon la plus complète possible. Donc c'est pour ça que je suis aussi ouverte aux sentiments douloureux qu'aux sentiments merveilleux, parce que je pense qu'ils sont intrinsèquement liés. Tu peux pas ressentir fort l'un sans ressentir fort l'autre.
malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Et donc cette envie d'extraordinaire, et donc ça guide mes choix de vie, ça motive ma prise de risque. Et quand j'ai peur de faire quelque chose, et ça m'arrive très régulièrement, je suis absolument comme tout le monde vis-à-vis de ça. Si je te prends l'exemple là du record, du dernier record par exemple, avant les sauts, surtout au début quand on prend nos marques, je suis en stress absolu, j'ai peur de rater, enfin je ressens toutes ces émotions très désagréables de boule au ventre, de cœur qui s'accélère et tout. Et en fait, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je me connecte, je me projette dans à la fois la joie et la fierté que je vais ressentir après l'avoir fait. Parce qu'en fait, l'alternative à cette décision-là, c'est la paralysie et c'est l'inaction. Et quand tu es dans la paralysie et l'inaction, ce que tu ressens derrière, c'est de la frustration, c'est de la honte de pas avoir osé, c'est des sentiments négatifs. Alors qu'à l'inverse, quand tu arrives à agir malgré ta peur, là déjà, là tu ressens de la joie, tu ressens de la fierté, tu ressens de la satisfaction. Donc quand je suis dans l'avant, j'essaie de me connecter à l'après et ça m'aide à faire le pendant, si ça a du sens ce que je raconte. Mais c'est vraiment cette capacité de se projeter dans ce que je vais ressentir après avoir fait la chose difficile qui me pose problème sur le moment. Waouh. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, il y en a eu quelques-uns. Je crois que dans le cadre de la compétition, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est notre coach qui s'appelait Nico Arnaud et qui m'a dit un truc que j'ai pas hyper compris au début quand il me l'a dit, c'est pour gagner, il faut que t'aies encore plus envie que ton équipe gagne, que t'aies envie de gagner toi-même. Et sur le moment, ça me paraissait, oui, évidemment, j'ai envie que mes copains gagnent. Déjà, on est potes, donc je suis contente pour eux. Et puis en plus, on est une équipe, donc ils peuvent pas gagner sans moi, je peux pas gagner sans eux. Mais j'avais pas forcément compris tout de suite la profondeur du conseil. Et en fait, à l'usure, en passant plusieurs mois, plusieurs années avec des gens avec un objectif élevé, où tu te rends compte que la cohabitation avec les mêmes humains en quartier serré pendant longtemps, c'est pas forcément facile. En fait, l'intention que tu mets de vouloir quelque chose pour le groupe encore plus fort ou au moins tout autant que tu le veux pour toi, en fait, ça influe sur tes comportements. Ça va influencer ta façon de parler, ta façon de communiquer, ta façon de te comporter. Et c'est ça qui va permettre de durer et c'est ça qui va te faire gagner. Donc en fait, simplement avec une différence d'intention, si elle est égoïste, purement égoïste, ou si elle est égoïste plus altruiste, parce que je dis pas qu'il faut les motivations individuelles et personnelles et égoïstes entre guillemets, elles sont nécessaires aussi. On va nulle part si on n'est pas un peu motivé pour soi. Mais si tu n'es motivé que pour toi, quand tu fais quelque chose qui est dans un contexte de groupe, et en réalité, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas un contexte de groupe. Il n'y a pas grand-chose que tu fais vraiment tout seul. Mais en fait, cette intention-là, ce désir de vouloir que les autres aient du succès autant que tu le veux pour toi-même, ça fait vraiment toute la différence. Donc, je pense que ça, c'était vraiment un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné. Et toi, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans une aventure sportive comme toi, ou entrepreneuriale, ou en tout cas qui a envie de se mettre un peu en risque? C'est d'oser et justement cette technique, ou je sais pas si c'est une technique, mais cette philosophie que je partageais tout à l'heure, d'aller se connecter, d'aller visualiser l'après, la joie, la fierté, d'aller se projeter dans cette émotion-là, dans cette énergie-là, et d'aller puiser là-dedans la force de se mettre en mouvement. Et le parachutisme, c'est une métaphore absolument fantastique pour ça, parce qu'un premier saut en parachute, et moi, cette révélation, entre guillemets, même si j'ai mis les mots dessus un peu plus tard, je l'ai eu à 15 ans quand j'ai fait mon premier saut, où je passe en une fraction de seconde de la peur la plus intense de ma vie à l'émerveillement le plus total, comme ça en une fraction de seconde, avec une proportionnalité, en plus, entre ces émotions. Plus quelque chose t'a fait peur avant, plus la joie pendant et la fierté après va être grande. Et quand tu t'es rendu compte de ça, c'est beaucoup plus facile derrière, c'est un cercle vertueux de l'appliquer à toutes circonstances de la vie, que ce soit une décision pro, une décision perso, un dépassement d'une peur en particulier qui peut être bloquante sur plein d'aspects. Donc allez vous connecter à la joie, à la fierté, au merveilleux, c'est ça qui va vous servir de fuel pour oser faire des trucs. T'as fait plus de 5000 sauts dans ta vie. Est-ce que tu ressens... J'en suis à 10 000 même, là. 10 000, pardon, oui. Ouais. Est-ce que tu ressens toujours le même petit pincement avant d'avoir ce mouvement de bascule dans le vide, ou est-ce que t'as une forme d'accoutumance? Alors, il y a clairement une forme d'accoutumance. Le pincement, la peur, je vais le ressentir aujourd'hui que dans un contexte spécifique de compétition, de record, de saut de démonstration, de cascade éventuellement, mais c'est plus du stress de performance, c'est plus du trac que la peur de sauter en elle-même. Si je suis dans un saut de travail classique, on va dire quelque chose que j'ai déjà beaucoup fait, j'ai plus la peur avant de sauter. Mais par contre,
Le kiff est toujours le même, il est même de mieux en mieux parce que plus j'ai d'expérience, plus j'ai de temps de vol, mieux j'arrive à me mouvoir dans cet élément-là, plus je suis précise, plus je suis fluide, plus je suis naturelle. Et c'est une joie absolument indescriptible que de pouvoir évoluer dans le vent relatif de façon complètement instinctive, de la même façon que je marche. Donc en fait, la peur a diminué, la joie a augmenté. C'est un bon ratio. Comment tu vois les choses pour toi pour les 5 à 10 prochaines années? Écoute, moi, c'est une phase de transition. La semaine prochaine, j'ai 40 ans. Donc, joyeux anniversaire! Ouais, merci. Ça approche à grands pas. On va faire une bringue de tous les diables pour fêter ça. J'entre un peu dans une nouvelle phase de vie. Ça s'accompagne d'une évolution professionnelle, même si je reste on va dire très active dans mon sport. Je me concentre aujourd'hui plus sur l'organisation de records, voilà, ce type d'exploit, et je fais un peu moins. Je suis plus toutes les semaines dans un pays différent pour enseigner les bases du free fly, on va dire, comme j'ai pu le faire pendant 15 ans. J'ai rajouté à mon arc la corde de la conférence, et je m'y suis cette année particulièrement consacrée quasiment à plein temps, où j'en dire à 80% de mon temps a été dédié à ça cette année. Donc avec vraiment une professionnalisation du coaching, et puis beaucoup d'expérience prise sur ça cette année. Et les 10 prochaines années, c'est mon objectif, c'est de développer cet aspect de ma vie et de ma profession en y mettant la même énergie que j'ai mis à conquérir le monde du parachutisme. Donc c'est cool parce que j'ai cette certitude sur moi-même que si je donne tout ce que j'ai pour quelque chose, ça va marcher. Donc c'est ça. Et puis en parallèle, qui a un rapport aussi, j'ai commencé à écrire, qui est aussi c'était mes 2 rêves de gosse. Je voulais être championne du monde d'un truc et écrivain. Alors le truc s'est précisé à l'adolescence et j'ai fini par devenir championne du monde de parachutisme. Et l'écriture, c'est mon prochain rêve. Et donc, j'ai commencé là il y a quelques semaines et voilà, je suis pas sûre que ce soit ça qui me fasse devenir milliardaire. Donc je compte pas sur ça pour gagner ma vie, mais en termes d'objectifs intellectuels et personnels, c'est tout en haut de la liste. Alors, le risque ou la peur sont plus importantes sur le parachutisme, sur l'écriture ou sur les quelques secondes avant d'arriver sur scène à une conférence? Là, aujourd'hui, c'est clairement avant de monter sur scène. Et c'est marrant parce que les symptômes sont exactement les mêmes qu'avant de sauter. C'est quand même assez rigolo parce que c'est quand même des contextes très différents physiquement. Mais je crois que nos cerveaux font pas la différence entre le danger physique et le danger social du ridicule ou de l'échec. Donc là, le stress et le risque, il est plus ressenti sur la prise de parole en public, même si là aussi, je commence à gagner en expérience et ça va un petit peu mieux qu'il y a 2 ans. Et puis l'écriture, c'est là que j'ai encore mes freins les plus gros, parce que j'ai effectivement cette peur de la médiocrité, cette peur de me décevoir moi, de décevoir les gens qui m'encadrent sur ça. Et j'ai beau appliquer mes conseils, c'est malheureusement, c'est pas automatique, c'est simplement avec la pratique et le temps et la répétition et l'exposition perpétuelle au truc que ça finit par aller mieux. Mais rendez-vous dans 1 an pour la sortie du livre. Avec plaisir, avec grand plaisir. Alors, malgré tout ça, est-ce que tu as une certitude absolue, quelque chose que tu sais avec une absolue certitude? J'ai l'absolue certitude que je peux survivre à tout, que ça ira. J'ai cette espèce de cap, de direction où quoi qu'il se passe, que ce soit les échecs, que ce soit les deuils, que ce soit les step back, sur moi aujourd'hui, je sais que je peux me relever de tout et n'importe quoi. Et c'est une sacrée certitude à avoir sur soi-même. Et je suis persuadée de ça pour moi, mais en réalité, j'en suis persuadée pour tout le monde. Je pense qu'on a tous cette capacité-là. Et ensuite, les aléas de la vie et plein d'aspects, ce qu'on nous a répété sur nous-mêmes, ce qu'on s'est répété sur soi-même, et parfois un peu la violence des claques aussi, peut faire une différence, mais je suis persuadée que tout le monde a cette capacité de se relever. Et parfois, il suffit juste de s'en convaincre, même de façon artificielle, même quand t'as l'impression que ça le fera pas et que tu peux te relever que sur les genoux, c'est pas grave, mets-toi sur les genoux et fais 3 pas. Et puis avec le temps, ça ira mieux. En tout cas, moi j'ai cette certitude-là sur moi-même et c'est un confort de se dire que quoi qu'il arrive, parce qu'il arrive toujours des trucs à tout le monde, ça c'est le truc le plus juste de l'univers, c'est que les saloperies ça arrive absolument tout le monde où que tu sois né. Je sais que je peux me relever et que je peux avancer. Alors en attendant la sortie de ton livre, est-ce que tu aurais une recommandation de livre à lire, de documentaire à regarder ou éventuellement un film ou une série? Oh, j'en ai plein. Si tu voyais la bibliothèque dans ma chambre, moi, les livres, c'est vraiment mon dada. Alors écoute, mon livre de chevet, c'est Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. C'est le livre que j'ai dû lire, je le relis tous les 2-3 ans. Voilà, c'est quelque chose qui m'était tombé des mains quand j'avais 16-17 ans. C'était trop érudit, c'était peut-être un peu trop
un peu trop compliqué quand j'étais adolescente. Et puis dans la vingtaine, je suis retombée dedans et je me suis dit, mon Dieu, c'est absolument, c'est l'univers en 300 pages. Enfin, c'était vraiment d'une intelligence et d'une beauté de la langue et des idées que je trouve absolument magnifique. Donc ça, si vous avez pas lu ce livre-là dans votre vie, faites-vous ce cadeau. Après, faut être open à lire les mémoires d'un empereur romain via la plume d'une Belge du XXe siècle. Mais je sais que c'est pas vendeur dit comme ça, mais je vous jure, c'est le plus beau livre en langue française. Merci beaucoup Domitille Kiger, championne du monde de parachutisme, conférencière, bientôt auteure, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Voici les 5 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, ça m'est personnel en l'occurrence, je voudrais casser un mythe de la grossesse comme un processus facile, évident et gagné à tous les coups, et rappeler ces statistiques. 1/3 des grossesses avant l'âge de 35 ans aboutissent avec des fausses couches et la moitié d'entre elles pour les femmes âgées de plus de 35 ans. Donc non, ce n'est pas une évidence. Le deuxième point, pour prendre des risques, il faut d'abord travailler sur son socle de sécurité de base. En effet, plus on se sent en sécurité, plus on a la capacité à prendre des risques. Souvenez-vous aussi que vous avez en vous la capacité à vous relever. Le troisième point, c'est que quand vous traversez une épreuve, une difficulté, eh bien, projetez-vous dans la joie, la fierté, la satisfaction que vous ressentirez lorsque vous aurez dépassé cette fameuse épreuve ou difficulté. Le quatrième point, pour gagner, il faut avoir davantage envie que le collectif gagne au regard de sa propre victoire personnelle. Et enfin, le dernier point, qui est une question, est-ce que les risques que vous vous apprêtez à prendre valent la peine d'être pris ? Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes ? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.